Allez, on va pouvoir démarrer. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je vous présente Quentin, voilà, Quentin Courtois, qui est consultant marketing, inbound, outbound, etc. Et pour ma part, je m'appelle Nicolas Voiret, je suis le fondateur d'Ecosystème. Et donc, on va parler aujourd'hui d'une question qui nous habite beaucoup. Comment on prospecte les directions marketing? Et l'objectif, si ça fonctionne bien, c'est qu'on puisse ensuite le faire sur d'autres types d'acheteurs, parce qu'on a beaucoup d'informations à partager. Donc, ce live sera enregistré, en tout cas sur la partie démonstration, et ensuite on aura la partie live des questions-réponses, donc à la suite des 30 minutes. Ce que je vous invite à faire, c'est assez important, c'est posez vos questions au fil de l'eau. Alors que vous soyez sur YouTube ou vous soyez dans la page du live, vous pouvez mettre vos questions, ce qui nous permettra de les avoir et de pouvoir démarrer ensuite de manière fluide à la fin. Voilà, donc n'attendez pas qu'on vous réponde pendant les 30 premières minutes. Posez vos questions au fil de l'eau et comme ça on pourra y répondre après. Donc les slides, vous les voudrez probablement, ils ne sont pas encore en ligne, on vous enverra un message pour vous dire quand ils seront en ligne et quand le replay sera disponible. Voilà. Et on va pouvoir démarrer. Quentin, est-ce que tu peux nous présenter l'agenda? De quoi est-ce qu'on va parler? En fait, premièrement, quand même, quand on va parler de prospecter les directions de marketing, on va déjà se voir, est-ce que c'est vraiment intéressant? Bien sûr que oui, sinon on ne ferait pas de webinaire. Et on va se plonger un peu dans qu'est-ce qui rend ce décideur intéressant et en quoi c'est un décideur clé. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre offre, votre positionnement sur est-ce que c'est intéressant d'aller prospecter les directions marketing plutôt qu'un autre métier? On va voir que oui, en fait, tout simplement. Deuxièmement, c'est un type de décisionnaire qui est très très vaste, très hétérogène, beaucoup de directions marketing avec des enjeux différents, un contexte différent, et donc ce qui nous intéresse, c'est des leviers psychologiques à l'activer qui sont assez différents et qu'il est intéressant de connaître pour justement avoir une prospection qui soit efficace. Justement, on parle de prospection, on va ensuite regarder quels sont les obstacles et quelles solutions on peut apporter à ces obstacles pour les surmonter. Ça, c'est le sondage qu'on a fait. C'est ça. D'accord. On a réalisé un sondage en fait auquel vous avez peut-être participé avant ce webinaire pour voir un peu, vous, quels étaient les obstacles et les stratégies que vous mettez en place pour aller prospecter efficacement les directions marketing. Donc forcément, ces stats, on va les analyser. On va aussi les coupler à des stats d'écosystèmes qui nous sont propres, qui sont propres à nos clients, à nos prospects, etc. pour se rendre compte, pour avoir en fait un paysage un peu de ce qui se fait aujourd'hui comme prospection sur cette cible-là. Et enfin, peut-être plus concret, de manière plus concrète, comment est-ce qu'on va rédiger des messages de prospection qui font mouche? Un message de prospection qui fait mouche, c'est quoi? C'est simplement une prospection qui amène aux commerciaux des rendez-vous avec des directeurs marketing. On va voir comment est-ce qu'on construit des messages qui amènent des rendez-vous, tout simplement. Ok. D'ailleurs, Quentin, je voulais quand même souligner, parce qu'il y a pas mal de gens qui t'ont parlé pour préparer ce live. Et on voulait les remercier. J'ai parlé, et je prends l'excuse, mais naturellement, je remercie les personnes qui se reconnaîtront, qui m'ont aidé à préparer ce webinaire par leur insight, par leur expertise sur cette cible-là. Des clients, des prospects? Des prospects, des clients, les deux. Qui attaquent les directions marketing et qui nous ont donné tout l'aspect qualitatif sur les difficultés, et ça nous a quand même bien aidé. Voilà, donc absolument. On continuera à faire ce type de process. Je vais prendre la main pour essayer de parler du directeur marketing. Donc on va partager quelques stats qui ne viennent pas de chez nous d'ailleurs, mais que j'ai pu glaner un peu partout dans les différentes études. La première chose, moi qui m'a un peu sidéré d'ailleurs, c'est que le budget du directeur marketing, c'est en moyenne 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est clairement le principal budget de dépenses dans beaucoup de boîtes si on analyse vraiment par fonction. On sait maintenant depuis cette année que le directeur marketing achète plus de technologies, logiciels, hardware, réseau, prestations de services, informatique, etc. que le DSI. Donc beaucoup d'entre vous qui attaquent des DSI parfois peuvent se dire « est-ce que j'ai pas intérêt à aller voir les directions métiers » et notamment la direction marketing. Et globalement, c'est à peu près
Sur l'IT, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vendent des services ou des logiciels autour de l'IT, c'est 40% des budgets IT qui sont dépensés par les fonctions comme la direction marketing. Ça, c'est IDC qui nous le dit. Je vais vous citer pas mal d'études, je vais essayer de sourcer quand même. Et on sait en plus, ce qui rend un peu le jeu un peu plus délicat, que les directeurs marketing et les DSI ne s'entendent pas toujours très très bien. Il y a eu une étude là-dessus qui était superbe de CIO Magazine qui expliquait que on demandait aux DSI qu'est-ce que vous pensez des directeurs marketing. Pour 26% d'entre eux, ce sont des inconscients. Et de l'autre côté, quand on demandait au directeur marketing ce qu'il pensait du DSI, il disait il me met des bâtons dans les roues tout le temps. Voilà. Je vous retrouverai cette étude de CIO Magazine, sinon vous cherchez CIO Magazine, DSI et CMO. Voilà. Et donc on va voir qu'effectivement la dépense de 10% du chiffre d'affaires, elle n'est pas systématique dans tous les secteurs. Évidemment, ça dépend. Il y a des secteurs qui sont plus intenses en termes de dépenses marketing que d'autres, donc je voulais juste faire un petit point là-dessus. Alors, encore une fois, c'est classé en quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est dépensé en marketing. Donc on se retrouve évidemment les biens de consommation, Coca-Cola, etc. Enfin, tous ces cas-là. Et ensuite, les services B2C. Ensuite, un peu plus B2B, logiciel, biotech, les médias, le BTP, la construction, le consulting, éducation, santé, distribution, banque, assurance, etc. Donc on va se rendre compte aussi où est-ce qu'on va. Parce que plus, évidemment, si vous dépensez 24% du chiffre d'affaires en dépenses marketing, autant dire que vous avez un pouvoir qui est gigantesque dans l'entreprise. Et on va voir que dans certains secteurs, par exemple l'industrie, on n'est plus qu'à 8%, simplement on va avoir moins de pouvoir et moins d'impact sur la stratégie de l'entreprise. D'autres choses, alors dans quoi se sont dépensés C'est 10% du chiffre ces budgets, d'affaires. C'est plutôt bien réparti. On se rend compte que voilà, 28% sont sur les salaires, 27% les technologies, 22% les services, 22% la publicité. Il n'y a pas un énorme écart en fait entre la plus grosse source de dépenses qui sont les salaires et la plus petite qui est la publicité. Donc c'est effectivement une dépense qui est bien répartie, mais c'est un peu trompeur parce que si vraiment on analyse, on se rend compte que c'est Gartner qui dit, non, pardon, c'est CMO Insight qui disait ça, 75% des dépenses sont liées de près ou de loin au digital aux États-Unis aujourd'hui. En France, on est plus aux alentours de 30 à 40%, donc c'est une cible qui a une forte appétence finalement à la dépense sur le digital. 30 à 40% en France contre 75% aux États-Unis. Si la France va rattraper son retard sur les États-Unis, forcément, les budgets digitaux vont être amenés à augmenter significativement dans les prochaines années. Il peut y avoir un retour sur le traditionnel aussi. Mais bon. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler des points communs? Bien sûr, donc c'est les interviews qu'on a menées avec nos prospects, nos clients, quelles étaient votre expertise sur la prospection de direction marketing. Il y a eu différents points communs en fait sur ces interviews. Parce qu'en fait, en sont sortis. C'est une cible hyper hétérogène. On va voir après, mais d'abord, voilà, l'idée c'était que tu nous présentes un peu les points communs qu'il peut y avoir entre les différents. Donc, différence de maturité, d'organisation, de décision. Toutes les directions marketing forcément ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes contextes, les mêmes enjeux, les mêmes objectifs. Donc ce serait assez bizarre de considérer que c'est un tout assez homogène. En revanche, il y a des points communs, forcément, et ce qui caractérise le plus cette cible, c'est qu'elle est ultra démarchée. Quand forcément vous dépensez 10% du chiffre d'affaires de votre entreprise, vous devez le dépenser avec des entreprises, donc beaucoup de prospecteurs vont venir vous solliciter. Une cible qui est ultra sollicitée veut dire forcément que si vous ciblez les directions marketing, dès la prise de contact, le besoin en différenciation va être extrêmement fort parce qu'il faudra sortir de la masse. Les besoins, les points de douleur, les enjeux objectifs vont forcément grandement varier d'une entreprise à une autre, simplement parce que beaucoup aujourd'hui d'objectifs, de rôles incombent au marketing. On peut penser à l'e-commerce, au CRM, à la data, à l'hygiène, etc. Tous ces rôles aujourd'hui, toutes ces casquettes vont être portées par la direction marketing. Et donc, si vous voulez vraiment connaître fondamentalement votre cible, il faut avoir une grande culture en fait sur ces différents sujets qui touchent aujourd'hui au marketing. Enfin, ce qui vraiment va aujourd'hui caractériser et ce qui va être un point commun assez fort, c'est qu'il y aura une centralisation en fait, de la décision. Le directeur marketing va prendre la décision, aura le dernier mot sur énormément de sujets. Donc il faudra finalement lui parler un mot ou un autre et il y a besoin de rendre son offre stratégique pour qu'elle touche en fait
au directeur marketing directement? Ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup rencontré dans les interviews. C'est j'ai une offre pour le community management ou j'ai une offre pour les conversions sur le site web ou sur le e-commerce, etc. Ou sur les salons. Et en fait, j'ai un interlocuteur naturel qui est un membre en dessous du directeur marketing. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de prise de décision à ce niveau-là. Et donc, ce que tu soulignes là, c'est qu'il faut pouvoir rendre ça plus ou moins stratégique pour que le sujet, même du community management ou même de la publicité sociale ou je ne sais quoi, selon votre offre, on arrive à la faire remonter au niveau du directeur marketing. Et c'est notamment ce qu'on fait aussi avec nos clients, donc comme type de travail. Alors, on a dit, effectivement, ils sont très hétérogènes. Sans que ce soit parfait, j'ai essayé de faire 4 groupes. Voilà, 4 groupes. Le premier, 4 types de profils. Alors, on appelle ça souvent les personnages, je vais essayer d'appeler ça plutôt profil d'acheteur. Le premier, c'est mass market. Donc, on est sur des gens typiquement, alors c'est souvent du bien de consommation. C'est le directeur marketing d'entreprises bien établies. On parlait de Coca, mais ça peut être Peugeot, Accor, etc. Et là, on va être sur quelqu'un qui en a vu passer. Hein. Si vous voulez, votre offre, vous arrivez avec votre innovation. Ils sont là depuis des années, ils ont vu des projets qui ont échoué, ils ont compris que la nouveauté, c'est pas forcément un gage de succès et ça va moins les exciter. Ce qui va être très intéressant pour ce type de profil donc, que j'appelle mass market, ça va être de pouvoir être plus analytique. La nouveauté, ok, mais si on a un retour sur investissement, s'il y a déjà eu des implémentations, je travaille déjà avec des clients, j'ai des références, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes pour eux. Voilà. Donc on va éviter de rentrer dans le détail. Sur le deuxième, alors le deuxième groupe, on serait plutôt sur une population qui est plus mature en termes de digital. Ça peut être une grande entreprise ou une petite entreprise, mais ils ont le numérique au cœur de leur métier. Je pensais à des gens comme BetClick ou Voyage SNCF par exemple. Hein. Vous avez vraiment, il y a une culture du numérique qui est très forte. Mais ça peut être aussi, si vous adressez des startups, si vous adressez des agences de conseil, agences digitales, sinon les acteurs du numérique de manière générale. Et donc ils sont beaucoup plus mûrs, donc on a besoin d'être effectivement beaucoup plus factuel. Et en revanche, la nouveauté va être une appétence plus forte. Et puis ensuite, vous avez, alors là on est plutôt dans le B2B, j'appelle ça B2B professionnel. Sont des gens, alors dans le B2B, mais des directions marketing qui ont déjà des process qui sont structurés, ils ont des métriques, ils ont des stratégies et des tactiques, des clients tactiques qui sont assez bien établis. Et puis en fait, vous avez le point de douleur, enfin, la douleur de la plupart des gens avec qui on a parlé, ce sont les immatures. Alors les immatures, pour faire simple, on retrouve ça surtout dans des PME. C'est l'assistant de direction ou l'assistant commercial qui savait envoyer un mailing et du coup on lui a dit tu es responsable de la direction marketing. De manière générale, ce sont des gens qui n'auront pas de prise de décision, ils n'auront pas de budget établi, de ligne de budget, il n'y aura pas de prise de décision à leur niveau. Il va falloir généralement, enfin ce qu'on conseille c'est dans ces cas-là, est-ce qu'on peut remonter, surtout sur des PME, sur le PDG ou sur le directeur commercial, sur des gens qui ont beaucoup plus de, même s'ils ont moins de maturité sur le problème en particulier, ils ont en tout cas des lignes de budget. Voilà. Et donc c'est super important, ça, c'est là, puisque les douleurs sont très variées, c'est de travailler sur la cible, développer l'empathie pour comprendre qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit. J'aime bien cette question-là parce qu'elle nous évite de faire une liste à l'après-vert. Et le directeur marketing, il a des douleurs hyper variées, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Le directeur commercial a des douleurs moins variées, enfin, le DRH a des douleurs moins variées, etc. Et dans les 3 groupes de douleurs qu'on peut avoir, le premier c'est effectivement, il gère tout, des problématiques de qualité de données jusqu'à concevoir l'expérience client ou l'expérience utilisateur. Il doit travailler sa marque, la notoriété, il doit faire des lancements de produits, tout ce qui est conversion, site web, s'il fait de l'e-commerce, il doit gérer les ventes directes. Enfin, c'est extrêmement large.
Et souvent, son point de douleur lié à ça, c'est que les process ne sont pas encore solides ou ne sont pas bien établis, sont un peu artisanales. Et il a besoin de montrer, ça c'est une problématique aussi qui est forte, il a besoin de montrer sa contribution au chiffre d'affaires. Vu ce qu'il dépense dans l'entreprise, c'est quand même important de le justifier. Le deuxième groupe, j'avance, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il manage des gens hyper différents dans ses équipes, que ce soit des créatifs, les directeurs artistiques, agences, les gens qui écrivent du contenu, etc., et qui ont un peu de difficulté à arriver à 8h30 le matin. Il va travailler avec des analytics, ceux qui vont travailler sur les conversions, les pages, etc., les reports. Et donc c'est un autre profil psychologique qui est le troisième, les pragmatiques, les chefs de projet, etc. Donc c'est un management qui est relativement compliqué. Le recrutement est compliqué et le management est assez compliqué. En tout cas, demande beaucoup d'agilité d'esprit de sa part. Et puis, il subit une pression de malade. Pas seulement parce qu'il dépense beaucoup d'argent, mais aussi parce que parfois il subit des décisions stratégiques qui sont prises par le board ou par le PDG. Et surtout, il est l'image de l'entreprise à l'extérieur et en interne. Donc il a une pression interne qui est très très forte. Voilà. Je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est des choses après, une fois qu'on a travaillé ce qu'on fait avec nos clients, quelles sont votre cible idéale, quels sont ses points de douleur forts, et ensuite comment on va pouvoir les rattacher à votre offre et comment on va pouvoir appuyer sur retourner les couteaux dans la plaie pour qu'effectivement on voit les résultats qui s'envolent. Voilà, donc c'est l'objectif. Et donc si on prend, donc ensuite on en décline, une fois qu'on a fait ça, on a fait l'empathie. J'essaie de passer rapidement parce que vous verrez mieux avec les exemples, mais c'est... Donc ensuite voilà les moteurs de décision. Alors les moteurs de décision, les leviers psychologiques qu'on peut utiliser, là encore une fois ça aurait pu être une liste gigantesque, mais j'essaie de me focaliser un peu sur ce qui est lié à la direction marketing. Le premier c'est appuyer sur la curiosité, l'appétence à la nouveauté, la nouvelle technologie typiquement. Voilà. La deuxième ça va être lié au process. Un process solide, de l'automatisation, de la facilité, etc. Le troisième, c'est les nouvelles idées. Les nouvelles idées de contenu, d'event. Moi, j'ai des clients qui font des hackathons, des événements originaux, etc. On va jouer là-dessus. J'ai une super idée pour vous en interne pour pouvoir faire ça. Je l'ai fait avec un client, etc. Il y a des types de profils qui vont très bien réagir à ça. Ou alors une approche, qu'on a eu beaucoup aussi dans tes interviews, qui était... il faut être froid, méthodique, analytique et parler ROI. Oui, parce que ça ne marche pas avec tout le monde, mais sur certains, c'est absolument nécessaire de parler conversion, ROI, etc. Et puis ensuite, il y a ce qu'on va beaucoup utiliser, c'est l'autorité, les références clients, le fait que ça a été implémenté, etc. Et ce qui est amusant, c'est ensuite d'essayer de mettre, donc encore une fois, même si on ne va pas faire tout le travail, mais c'est d'essayer de dire, ok, on avait 4 groupes typiquement de clients idéaux, et qu'est-ce qu'on met en face de quoi? C'est-à-dire, puisqu'on les a bien compris, on sait sur quelle douleur on va appuyer, et ensuite quels sont les leviers psychologiques qu'on va pouvoir utiliser. Si vous voulez, alors ce qui serait sympa, ça aurait été de faire que vous fassiez le jeu avec vous dans votre équipe. Ce que je propose, c'est qu'on ne donne pas la réponse tout de suite. C'est qu'on avance un peu, c'est les statistiques après, etc. Et on revient dessus. Et puis, si vous voulez le faire en équipe, si vous êtes en replay, vous mettez sur pause, vous faites le jeu, et puis vous aurez la réponse plus loin. Avant de parler statistiques, on tient à rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite et on y répondra à la fin. C'est mieux de les poser maintenant, ça évite qu'on termine le webinaire parce qu'il manquera des questions quand on aura fini. Ah, si on démarre la partie questions libres et que rien ne vient en 3 minutes, je vous assure, on va éteindre. Voilà. Et ce sera dommage, je pense. Donc l'étude qu'on a menée, c'était simplement un questionnaire sur la page d'inscription du webinaire. 3 petites questions ont été posées. La première, c'est un peu parlez-vous de nous, à quel type d'entreprise a répondu à ces questions. Très variées finalement, les réponses ont été assez variées, 195 sociétés y ont participé. Bien sûr, le point commun, c'est qu'elles ciblaient toutes, de près ou de loin, des directions de marketing. Les participants ont été des directeurs commerciaux, marketing, des PDG, majoritairement. Et les entreprises qui ont répondu, il y avait des startups, évidemment, des entreprises qui étaient un peu plus matures, un peu plus implantées, mais aussi beaucoup de grands comptes. Je pense à Oracle et La Poste, par exemple, qui ont également participé à ce questionnaire. Dassault, il y en a eu beaucoup, SFR, les Échos, Publicis, etc. Donc on a un bon panel, effectivement. Ce qu'il en ressort en tout cas sur les cibles de ces entreprises, quelle taille d'entreprise ciblez-vous? Ça reste majoritairement toute taille à 44% à peu près, des entreprises qui ciblent tous les types d'entreprises, puis des grands comptes,
forcément 37% des entreprises qui ont répondu à ce questionnaire ciblent les grands comptes. Et enfin les PME, à peu près 19% des entreprises ciblent les PME. Okay. Les problèmes qui sont rencontrés, c'était la deuxième question. Quels problèmes rencontrez-vous quand vous ciblez des directions marketing? La douleur numéro 1 n'est pour nous chez ICO pas une surprise. Je ne sais pas si pour vous ça l'est, mais en tout cas c'est que c'est une cible qui est très très sollicitée et qui donc est extrêmement difficile à joindre. 78% je crois, 76% pardon, des entreprises qui ont répondu à ce questionnaire trouvent qu'il est très difficile, voire même impossible de joindre cette typologie de cible. Le reste des problèmes est presque secondaire, on va quand même les lister. Un manque de maturité par rapport à son offre, donc un besoin d'évangélisation à 33%, une méfiance initiale, quand on est très prospecté, on a forcément peut-être un peu plus de mal à accepter les nouvelles sollicitations. La méfiance donc des actions marketing par rapport aux prospecteurs, les délais de décision qui peuvent être incertains, des cycles de vente qui sont parfois longs, ou parfois le problème c'est pas tant que les délais soient courts ou longs, c'est le fait qu'on ne peut pas les prévoir. Voilà, ça. Le mauvais interlocuteur, on en parlait, parfois on va parler aux directions, aux social media managers, etc., des sites qui n'ont pas le pouvoir de décision, qui ne sont pas donc le bon interlocuteur. Et enfin, la démonstration du ROI, la peur de l'innovation. La démonstration du ROI, je me permets de reprendre, c'est vraiment... il est difficile pour moi de démontrer le ROI de mon offre. Mais on sait qu'on a des offres, c'est extrêmement difficile d'avoir un ROI. Voilà. Et le problème, c'est que si on parle à un CMO qui est focalisé retour sur investissement et que la nature de l'offre empêche de démontrer un ROI, alors fatalement, c'est un obstacle pour la prospection. Forcément. Et ensuite, bien sûr, on leur a demandé une question toute simple. Il y avait 3 questions. Hein. Et la 3e question était, vous avez bien expliqué vos obstacles, et maintenant, en fait, de votre expérience, qu'est-ce qui marche? Question toute simple. Et encore une fois, la liste de ce qu'on a proposé, c'est issu de toutes les interviews. Et ce qui est ressorti en premier, c'est le réseau, le bouche à oreille. Voilà, c'est ce qui ressort en fait à peu près partout. La difficulté du réseau bouche à oreille, c'est que ça dépend beaucoup des compétences du commercial en tant que tel. Donc quand vous avez une équipe de 20 ou 30, c'est difficile de mettre ça à l'échelle et de systématiser le réseau et le bouche à oreille. Le deuxième, c'est la prospection directe. C'était étonnant, donc direct, email, téléphone, etc. C'est 61% des gens ont dit ça, c'est ce qui marche. Et puis viennent en dessous, alors de manière beaucoup plus mineure, 30%, les contenus inbound. Les contenus inbound, on sait que les directions marketing sont des gens qui sont des consommateurs. Ce qui n'est pas forcément le cas par exemple des RH. Voilà, on a des populations où c'est plus compliqué, ils vont moins consommer. Donc ça fonctionne. Les salons professionnels fonctionnent encore bien. D'ailleurs, c'est une grosse partie des dépenses des directions marketing. Difficulté des salons, alors qui n'est pas souligné ici, mais qu'on a régulièrement comme retour, c'est que la vélocité est compliquée parce que vous commencez à leur parler sur un salon, super, mais vous allez avoir un cycle de vente qui est extrêmement long. Ensuite vient le référencement type Google, les associations type pour les directions marketing, CMIT, ADTEM, etc. Et la publicité qui ne fonctionne que pour 8%. Comment on dit? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Voilà. Donc, d'où viennent, et maintenant on va, une fois qu'on a fait ça, on va vous présenter les statistiques sur, justement en se focalisant sur ce qui marche, la prospection, alors à quel point ça marche. Voilà. Et donc avant que je vous montre les statistiques, c'était d'où ça vient. Alors d'où viennent ces statistiques? Vous le savez, Ecosystem, c'est une solution de prospection pour identifier les prospects et les engager et prendre des rendez-vous par email, par téléphone, etc. Donc nos clients, ils démarchent. Voilà. Et ils démarchent beaucoup de directeurs marketing. Ils en démarchent, on a des interactions, donc nous on va collecter ça et on va voir à quel point ça fonctionne. Une fois qu'on a créé les messages avec eux, une fois qu'ils ont pris la main sur la plateforme et qu'ils commencent à engager, on va avoir des statistiques, jolie présentation de la plateforme, on va avoir des statistiques et des interactions avec 17 000 directions marketing en France. A priori, on est quand même sur un panel extrêmement large, je ne sais pas si on n'est pas dans l'exhaustivité d'ailleurs. Et donc on sait sur ces 17 000 directions marketing, on sait qui réagit, comment, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, etc. Puis on met du scoring dessus. Je ne voulais pas faire l'article là-dessus. Et donc, de ces 17 000, on voit comment ça réagit.
si vous voulez voir sur l'ensemble des autres types de profils, on avait fait un webinaire en décembre là-dessus, et il y a un e-book d'ailleurs aussi. Comment ça réagit? Ça réagit super bien. Voilà, donc en moyenne, on a, sur ce qu'on construit, on a 63% de taux, alors d'ouverture, c'est plutôt pour les messages, 23% des gens, des directeurs marketing ou des directrices marketing vont répondre, et ce qui est, donc non seulement c'est un bon taux, mais aussi 52% des réponses sont pour accepter la prise de rendez-vous. Donc, ok, la technologie c'est une chose, mais je pense que c'est aussi le travail de ce qu'on vient de faire là ensemble, parce qu'on fait évidemment plus lourd avec nos clients, mais comprendre quelle est ma cible idéale, ensuite pouvoir bien construire les messages, quels sont les bons messages, les bons leviers psychologiques, etc. etc. Et donc on arrive à ces taux-là, donc c'est gigantesque, je crois qu'on est en tout au final 14% de prise de rendez-vous. Voilà. Alors là, j'ai pas fait selon les industries. Si vous voulez plus de détails selon quelle industrie, taille d'entreprise, etc., demandez à Quentin. Hein, il a accès à cette plateforme. Il pourra vous donner des chiffres si ça vous intéresse de monter un business case ou d'avoir des stats plus précises. On a à peu près les mêmes taux. Ce que je peux juste dire, c'est que à peu près la moitié des gens qui sont engagés sont dans des grandes entreprises et l'autre moitié dans des PME. Ou des plus petites entreprises, on a à peu près les mêmes taux. Je n'ai pas voulu faire multiples slides dessus, mais on a à peu près les mêmes types de résultats, qu'on soit sur des très grands comptes ou sur de la PME. Ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est voilà, il y a quand même forcément, comme tout type de cible, des pics de réponse, donc des moments où il est plus intéressant d'envoyer des messages, à les prospecter. On ne va pas s'étendre dessus, simplement résumer, les pics c'est le lundi après-midi, le mardi, le jeudi après-midi et le vendredi. Donc envoyer des messages aux directions marketing, préférablement à ces horaires-là, tout simplement. Ok, on a fait les statistiques, donc on va revenir sur ce petit jeu qu'on voulait faire tout à l'heure. Quel type de levier psychologique utiliser pour quel type de profil? Donc si vous voulez le faire entre vous, là vous coupez, vous fermez les yeux, ou surtout vous bouchez les oreilles. Et donc Quentin, je te propose de mettre les cases en face les unes des autres. Bien sûr. On va commencer par, je crois que c'est le mass market. Le mass market, absolument. On utiliserait quoi comme type de levier pour un profil mass market? Facilement, on avait dit que c'était une cible qui était très soucieuse de l'autorité, de la référence client. Une cible qui est analytique, statistique, conversion, ROI, etc. Facilité, automatisation de process. Vraiment, ce qui marche le mieux, c'est le ROI. Comment est-ce que je peux prouver facilement mon offre et pour quels résultats? Par notamment l'autorité et les références clients. Ok. Le digital ensuite, oui forcément, digital, curiosité de nouveauté, c'est une cible qui est très curieuse de ce qui se fait de nouveau, etc. Et qui a, par sa créativité, son ouverture d'esprit, peut être facilement attaqué. On est également forcément sur une cible marketing, donc le ROI, l'analytique, les statistiques marquent toujours. Pareil pour la facilité, l'automatisation et les process. Pour ce qui est dans le B2B professionnel, on est encore une fois toujours dans la facilité, l'automatisation des process. Un peu moins dans l'autorité, dans la référence client, mais toujours en revanche sur la curiosité et la nouveauté et la créativité et l'ouverture d'esprit. La cible immature, on a hésité à en parler, on évite, mais il ne faut pas la prospecter. Marche. Je voulais simplement prendre un peu conscience de ces différents leviers à l'activer par rapport à cette typologie de cible. Simplement, ce qu'on a voulu faire avec Nicolas, c'est une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a vraiment bâti les profils psychologiques, on connaît un peu sa cible, comment est-ce qu'on fait pour, avec ces leviers, créer des séquences, porter des messages qui aboutissent à des rendez-vous. Donc on s'est prêté à un petit jeu, et on a imaginé 2 cas de figure où on allait prospecter en fait des cibles différentes. Donc on a mis ça en application. Le premier, c'est le profil qui serait plus mass market. On a pris un exemple, c'est je vends une solution de point de vente, une solution digitale ou multicanal quelconque. À titre d'information, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai pas besoin en fait d'avoir une excellente compétence de connaissances techniques énormes sur cette proposition de valeur parce que on ne pitche pas sa solution dans les mails marketing. Et comment est-ce que je vais pouvoir créer un message qui va déclencher un rendez-vous? Donc l'exemple c'est je veux prospecter le directeur marketing de Michel Augustin. Pourquoi Michel Augustin? Parce qu'il faisait très chaud quand on a préparé ce webinaire et on rêvait de bonne glace Michel Augustin tout simplement. Et quel message je vais écrire pour finalement décrocher un rendez-vous avec cette cible? Parce que Michel Augustin ça a l'air cool, jeune et moderne, mais en fait c'est des palettes. Ouais. Ils ont vendu. Donc on est vraiment sur un truc assez mass market.
Alors je t'en prie, vas-y. Donc le titre c'est Retour d'expérience Danone, forcément on est dans l'autorité, dans le retour client. Bonjour Monsieur Martin, je sortais d'un rendez-vous chez Danone et votre nom est arrivé dans la conversation. J'aimerais prendre 10 minutes avec vous sur le sujet du process lié à la gestion des points de vente. Vous pensez que vous auriez une disponibilité dans votre agenda ces jours-ci? Mon portable ci-dessous, merci d'avance, Quentin Courtois et ma signature. On est très formel, très concret. On n'est pas très très formel, mais formel. Ça reste un mail naturel qui pourrait être tout à fait écrit à la main. Enfin, c'est ça qui est important hein, aussi. Hein. Et puis, on est formel par rapport à quoi? Par rapport à un deuxième cas de figure où on prospecterait une cible qui serait là beaucoup plus digitale. Toujours sur une question des points de vente. On est toujours une entreprise qui va proposer des solutions digitales, physiques de points de vente, etc. Mais on ciblerait cette fois le directeur marketing de Cézanne. Je ne sais pas si vous connaissez Cézanne, c'est une marque de fringues très très parisienne, avec tout ce que ça sous-entend. Et cette fois, le message qu'on porterait justement au directeur marketing de Cézanne serait un peu différent. Si ça s'affiche, je vais pouvoir le lire bien sûr. Oui. Donc Beacon pour Cézanne, on est plus cryptique, forcément dans le titre du quelqu'un mail. qui est dans le digital et qui a des points de vente, il sait ce que ça veut dire, un beacon. Ouais. Et le mail serait « Bonjour Monsieur Martin, je viens de repasser rue Saint-Fiacre avant de vous contacter. J'ai une idée que j'aimerais partager avec vous pour renforcer l'expérience digitale PDV et qui peut avoir un ROI évident sur une marque comme Cézanne. J'ai lancé des tests avec d'autres marques ces dernières semaines. Est-ce que vous auriez 10 minutes pour qu'on en parle ensemble? Mon portable ci-dessous. Merci d'avance de votre retour, Quentin Courtois. » Donc ce qui est intéressant, c'est si on compare en fait ces deux mails, on se rend compte qu'il y a des différences liées au profil psychologique de l'acheteur et donc au levier qu'on va vouloir activer pour décrocher un rendez-vous. Donc le mail Michel Augustin Mass Market, on croirait presque qu'il a été écrit par un managing partner de chez Deloitte. Le ton est formel. En revanche, quand on est sur une site digitale, on va beaucoup jouer sur l'alibi, on va montrer les acronymes, qu'on est aussi expert, qu'on connaît un peu ce sentiment. Et surtout, c'est le sentiment d'urgence et la curiosité qu'on va vouloir activer. On ne va pas forcément parler de retour client, on va parler d'urgence, etc. Ok, très bien. Donc ça, voilà, c'est deux exemples pour le mass market au digital. Si vous voulez qu'on prenne d'autres exemples, on pourrait en parler pour qu'est-ce qui, comme message, marchera le mieux pour votre industrie, votre profil psychologique d'acheteur. Très bien, non, je vois bien. Rue Saint-Fiacre, c'est une variable automatique, je suppose, quand tu construis ta séquence. C'est ça, c'est qu'on peut justement changer les variables dans ce genre de mail sans trop de problèmes et difficultés. Très bien, j'aime bien parce que c'est vraiment c'est nuancé et en même temps on voit bien que c'est pas le même type de personne qui peut écrire ça et moi ça me parle en tout cas. Voilà. Ok, on va passer sur les différentes questions. Donc on arrête l'enregistrement pour le replay, s'arrêtera ici. Avant qu'on démarre le live, vous aurez, donc je répète juste, vous allez recevoir le lien du replay que vous pourrez partager en interne à vos collègues, etc. Et les slides, bien sûr. Si vous avez des questions particulières, vous voulez travailler ce persona, visiblement vous avez un spécialiste à côté de vous. Donc contactez-le, on vous enverra ses coordonnées. N'hésitez pas, je pense que tu es ouvert à la discussion, hein, tu adores faire des interviews, etc. sur comment on prospecte les directions marketing et tout ce qui est important là-dessus. Voilà, et donc on va s'arrêter là pour le replay et on démarre maintenant la liste des questions que vous avez pu nous poser au fur et à mesure du webinar. Alors on a une question sur